rajo boo xëy déglul i rajo info jàppal i rajo musique bi déglul i rajo xibaar yi jàppal i rajo boo xëy déglul i rajo info jàppal i rajo musique bi déglul i rajo xibaar yi jàppal i rajo ku bëgg nañ ku bañ danañu jox i rajo bi lañu taamu yaay bëggal xol yi i rajo. Quelle analyse juridique et politique des révocations de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale et de la mairie de Dakar? Quelle lecture faire des convocations tous azimuts des politiques et des journalistes à la police et à la justice? Le budget 2025 évalué à plus de 9 000 milliards contre 7 000 en 2024. Sur quel levier trouver les financements? Pour aborder toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 15 décembre à 10h, Iba Barry Camara, enseignant-chercheur à la faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Mohamed Dia, journaliste et écrivain. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop. Dimanche 15 décembre 2024, bienvenue à l'Air du Temps, qui reçoit donc aujourd'hui Mohamedou Dia, journaliste et écrivain. Nous sommes aussi avec Iba Barry Camara, enseignant-chercheur en droit privé à l'UCAD. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'actualité cette semaine, c'est les révocations de Barthélémy Diaz, de l'Assemblée nationale et de la mairie de Dakar. Mohamedou Dia, quelle lecture politique peut-on faire de ces révocations? Alors, je dois d'abord saluer ceux qui nous écoutent et les remercier de nous faire cet honneur, de saluer aussi monsieur Barry. Et bon, ce premier débat, si on veut, est facile à comprendre. Il s'agit d'abord d'une sorte de conflit fratricide, puisque quand même, comment dirais-je, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko étaient de grands amis. Et on se rappelle lors de la première rencontre de la 14e législature, c'était illustré dans l'hémicycle, Barthélémy Diaz et Guy Marius Sagna, qui s'étaient mis à saccager les urnes, etc. Et là, il y a comme une rupture fratricide, parce que Barthélémy Diaz se trouve maintenant dans l'opposition et Ousmane Sonko au pouvoir. Et c'est une bataille politique. Les batailles politiques, on ne peut pas les aborder de manière émotive, comme ça se fait beaucoup au Sénégal, tout est émotion. Et dans cette bataille politique, il n'y a pas de quartier. Donc, puisqu'ils ont l'avantage et que le droit leur permet de révoquer donc, Barthélémy Diaz de le radier à l'Assemblée nationale, ils ne s'en sont pas privés, ils l'ont fait. Maintenant, ce que Barthélémy Diaz doit faire, c'est se battre sur le plan politique. C'est une question politique qui doit être réglée de manière politique, et Barthélémy Diaz est devenu aujourd'hui un acteur politique important, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont tout fait pour l'enlever de la mairie de Dakar, parce que la mairie de Dakar c'est 50 milliards de budget. Et Barthélémy Diaz a fait un travail remarquable. Moi j'habite vers Mermoz et j'ai vu ce qu'il a fait là-bas, et il l'a fait un peu dans tous les quartiers environnants, et il était devenu très populaire, et il n'a pas peur de ces gens-là puisqu'il a eu à travailler avec eux. Et donc son verbe qui est très succulent, pour ainsi dire, Wolof de Boy Dakar, il s'en revendique, et il a parfaitement raison de s'en revendiquer. Mais les autres aussi, lui portent les coups qu'il faut, parce que c'est la politique, et que maintenant qu'il est un opposant, ils ne retiennent pas le coup. Iba Camara, Barry. Oui, en fait, puisque vous m'interpellez, d'abord, j'ai commencé donc par saluer M. Mohamedou Dia, qui est une référence sur le terrain donc, de l'audiovisuel et de la presse de manière générale, mais également je salue l'ensemble de vos auditeurs, mais également de vos téléspectateurs, n'est-ce pas? Et pour dire simplement que sur ce qui se passe dernièrement avec surtout Barthélémy,
c'est vrai qu'on peut l'analyser du point de vue politique, mais également du point de vue juridique. Oui. N'est-ce pas? Mais du point de vue politique, je n'aurais rien à rajouter par rapport à ce que Mahmoud a dit. En réalité, c'est sur le terrain politique, et là, on ne se fait pas de cadeaux. En fait, ils ont eu l'occasion donc de le réduire à néant, et ils vont pas s'arrêter à si bon chemin. Maintenant, il lui appartiendra à lui de se relever, hein, et de se battre pour que la place qu'il a toujours occupée sur la scène politique, que cette place-là soit maintenue ou même renforcée. Et sur le plan juridique? Sur le plan juridique, là, peut-être qu'il y a des choses à dire. D'abord, avant même que je vienne, par rapport, en fait, sur le plan juridique, moi je considère que même si l'on s'est fondé, comme l'a dit le préfet sur l'article 277, il faut toujours, dans l'application même de la loi, il faut de l'élégance. C'est un maire. On ne peut pas, comme ça, lui dire que à partir de votre notification, vous n'êtes plus maire. Et donc, nous vous prions de prendre toutes vos affaires et de vous en aller. Et c'est d'autant plus vrai que, dans l'application même donc, de cette disposition-là, 277, il a toujours la possibilité d'introduire Un recours. un recours. Mais moi, sur le plan juridique, je vais aller même plus loin. Je me dis, mais est-ce que cette disposition, parce que c'est vrai que l'agence n'en parle pas, est-ce que cette disposition 277 est effectivement applicable en l'espèce? Pour moi, la lecture que j'ai, ça s'adresse à qui? En fait, au conseil municipal qui, dans le cadre de son mandat, a eu à commettre un acte qui pourrait être une cause d'inéligibilité. Et alors que lui, les faits qu'on lui reproche, c'est depuis 2011. Est-ce qu'en vérité, en l'espèce, cette disposition-là, lui était applicable? C'est vrai qu'on a parlé donc des articles 135 et 140, etc. Mais là, ça concerne donc les hypothèses où il aurait commis une faute, a fait un crime, ou alors une faute dans le cadre donc de sa gestion. C'est pourquoi on n'a pas convoqué donc ces dispositions. Mais là, par rapport à l'interprétation que nous devons avoir de l'article donc L277, moi, je considère que en fait, il aurait fallu beaucoup plus de regardants. Et fort heureusement, je souhaite et j'encourage M. Barthélémy pour qu'il emprunte donc ces voies de recours-là. Et à ce moment-là, on en saura beaucoup plus avec la décision qui interviendrait en fait avec les juridictions. Parce que vous savez, au Sénégal, Alassane, il y a un problème. Parfois, on parle donc d'application donc des textes, mais parfois, en fait, l'interprétation, ça peut poser problème. Et d'ailleurs, si vous permettez que je rebondisse sur la question donc de sa révocation ou bien de sa radiation de l'Assemblée. Mais attendez, sur ce point, je considère que l'article 51, il faudrait que les juridictions précisent la portée et la véritable signification donc d'une telle disposition qui permet justement à, après une condamnation définitive, dit-on, au ministre donc de la Justice d'adresser une correspondance au président de l'Assemblée pour que le député en question soit rédigé. Mais non. Mais cette disposition, c'est comme je disais par rapport à cette disposition L277. Moi, je considère que ça s'applique à qui? Ça s'applique simplement à, au député qui, dans le cadre de son mandat, a eu à être poursuivi, à être condamné définitivement. Donc les faits qui se sont passés antérieurement ne doivent pas en principe entrer en ligne de compte. Parce que c'est ça la philosophie donc qu'il faudrait comprendre donc des dispositions donc relatives à l'immunité même des députés. Parce que c'est là où on dit à quel moment il faudrait donc poursuivre un député, dans quel cas il faudrait l'autorisation, etc. Donc là, on nous dit que lorsque le député est effectivement définitivement condamné, à ce moment-là, on peut... Mais non, cette disposition-là n'est pas applicable. Au contraire, la disposition
qui aurait pu être applicable dans le cas de M. Barthélémy et dans tous les cas où il y a effectivement radiation au niveau donc, de l'Assemblée nationale, c'est plutôt donc, les dispositions L162 et L198 qui ne donnent même pas compétence en fait, au ministre de la Justice pour demander la radiation. Parce que là, il aurait fallu que les députés eux-mêmes saisissent le Conseil constitutionnel pour constater effectivement la révocation donc d'un député qui aurait été condamné définitivement. Mais c'est pourquoi j'invite les juridictions et bien également les hommes de droit, également les hommes politiques, à jeter un autre regard par rapport à ces différentes dispositions. Il y a Barthélémy qui a dit qu'il va faire un recours. Certains demandent à Barthélémy de saisir le juge de référé pour suspendre la décision de révoquer de la mairie le temps que les choses soient observées. Il y a un débat, des interprétations par rapport à la loi au Sénégal. Vous savez, nous autres qui avons fait des études de philosophie, nous avons de sérieux problèmes avec les juristes tout le temps parce que, comme le disait La Fontaine, c'est souvent, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et dans ce cas précis, le ministre de la Justice s'est empressé donc de saisir qui de droit, disons, et les décisions sont tombées en cascade. Et donc c'est ce qui a suscité l'émotion auprès de l'opinion. Mais il s'agit à la fois d'une bataille politique et juridique. Et pour le moment, c'est le politique qui prend le dessus. Maintenant, c'est le moment du juridique. Si j'étais M. Barthélémy Diaz, je me rapprocherais donc de M. Iba pour des conseils. Parce que le débat n'est pas encore tranché et des recours sont toujours possibles. Il ne faut pas l'oublier. Au Sénégal, nous avons 3 pouvoirs. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir judiciaire a montré quand même très souvent son indépendance. Et on ne peut pas désespérer que si Barthélémy donc, continue et sa lutte, puisqu'il s'agit d'une lutte, et une lutte entre des adversaires aujourd'hui, des alliés hier, qui se connaissent très bien. Mais moi, je pense que c'est sur le plan politique et sur le terrain que Barthélémy Diaz va rebondir. Parce qu'il va occuper déjà la position d'opposant radical qu'occupait avant Ousmane Sonko, qui connaît très bien Barthélémy Diaz, et vice-versa. Et sur ce terrain, c'est seulement l'avenir qui dira ce qui va se passer. Parce que il y a Taxawu Dakar qui a sonné la mobilisation. Et Taxawu Dakar, en tout cas, même si la révocation de Barthélémy Diaz est actée, va hériter du poste avec cette dame du nom de Mbeng, qui est de Taxawu. Et donc, par conséquent, le pouvoir municipal doit rester entre les mains. Toujours sauf si évidemment dans les développements un autre programme est prévu au niveau du conseil municipal enfin c'est pas évident, mais si on suit les choses normalement, cette dame qui vient après Barthélémy doit prendre la position qu'occupait Barthélémy auparavant. Donc pour vous, Barthélémy doit explorer effectivement la voie judiciaire. Il le faut. Parce que là, est-ce que, en fait, cette réaction, j'allais qualifier ça de cette réaction d'intempestive du préfet, donc du préfet, est-ce que ça s'est posé ou non? Et là, donc par rapport même à la lecture que nous devons avoir donc de cet article L277 là, il faudrait que les juridictions se prononcent sur ça. C'est ça le problème. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? En fait, qui a été hésité. En fait, on dit que oui, on lui a notifié donc sa révocation. Mais la disposition dit sauf. Est-ce que ce sauf-là est de nature à suspendre l'exécution donc de cette mesure-là, qui est une mesure administrative parce qu'elle émanant du préfet? Et donc là, nous considérons qu'il est un principe en droit administratif que l'on appelle le privilège donc de l'exécution préalable. Lorsqu'une autorité administrative prend une décision, eh bien, même si cette décision-là est illégale, on doit commencer par l'exécuter et en même temps saisir s'il y a lieu donc les juridictions. Et donc là, c'est un privilège qui n'est reconnu qu'à la seule administration. Maintenant, c'est vrai, les gens, hier, je crois, ils l'ont trouvé en plein point de presse. Conférence de presse. Oui, conférence pour lui vider les lieux. Moi, je considère que
même s'il est vrai qu'il fallait faire exécuter cette décision-là, mais pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est excessif. C'est excessif. On aurait pu lui permettre, quelqu'un qui a occupé donc ce poste-là depuis combien de temps, mais non, il faut au moins lui permettre de s'adresser et aux autres conseillers, mais également, hein, mais aux populations pour savoir exactement de quoi il est le cadre le plus adéquat. Mais c'est justement, comment dire, la ville. L'intervention de la police, Oui. avec toutes les images qu'on a vues, les postes défoncés et tout, est-ce que c'est une bonne image pour la démocratie sénégalaise? Pas du tout, c'est une image choc, mais peut-être c'est à dessein. Pourquoi? Parce que si on l'avait laissé réoccuper les lieux, j'allais dire, municipaux, c'est comme s'il n'avait pas encore été révoqué. Et que par conséquent, s'il s'adresse aux populations toujours en tant que maire, ça lui donnerait une certaine aura. Mais ceux qui ont poussé à ce qu'il soit destitué, ses alliés d'hier, ils voulaient marquer le coup et essayer de l'humilier d'ailleurs en réalité. C'est ça qui s'est passé. Mais je demande à ces gens-là de relire Machiavel s'ils ne l'ont pas lu, s'ils ne l'ont jamais lu, qu'ils se mettent à le lire. Lorsque les hommes de pouvoir manifestent certains comportements qui sont répréhensibles, ou en tout cas que l'opinion n'aime pas, au fur et à mesure va se créer un fossé entre eux et cette opinion, et les retournements de l'opinion sont imprévisibles. Par conséquent, aujourd'hui, Barthélemy a été brisé dans son élan, mais la météo politique, avec des guillemets, personne ne sait ce que cela nous réserve dans 1 an, dans 2 ans. Dans 2 ans, justement, il y aura les élections locales, normalement. Et ce combat sur le terrain politique peut, demain, disons, avoir d'autres couleurs. Disons-le comme ça. Mais pour le moment, il y a à la fois la bataille juridique et politique qui sont une seule et unique bataille. D'ailleurs, c'est une bataille, mais dans laquelle il n'y aura pas d'état d'âme en ce qui concerne ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Et Barthélemy a les moyens qui sont limités parce qu'il ne tient plus aucun pouvoir, mais a les moyens de s'adresser à l'opinion et de mobiliser sa base parce qu'il a une base. Mais en fait, je veux simplement poser une hypothèse. Mais qu'est-ce qui serait passé si c'était Mouché Sonko qui était à la place de Barth et qu'on veuille lui appliquer une telle mesure? Vous croyez que ça serait possible? Oui. Non, ça va, mais il y aurait beaucoup de troubles. Ça, c'est très clair. Mais c'est que on semble oublier que Barthélemy, c'est le maire de Dakar. Le maire de Dakar. Mais par rapport à cette mesure-là, que nous condamnons tous, hein, parce que ne serait-ce que le fait de l'expulser des locaux, mais donc là, quelle a été la posture de ces, comment dire, des Dakarois par rapport à ça, pour manifester leur mécontentement? Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Alors que là, en fait, c'est une question qui intéressait, ou bien qui intéresse, mais Dakar. Mais si Barth, effectivement, a la même mise sur Dakar, il devrait, comme vous le dites, battre, en fait, le rappel pour qu'effectivement, sur le plan politique, hein, qu'il montre qu'il est représentatif, et de ce point de vue-là, hein, qu'on lui remette donc à sa place. Simplement ça. Mais ça, c'est un combat. Et le fait que les gens n'ont pas eu à réagir, c'est comme si les choses se sont exécutées donc comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de résistance. Mais si c'était M. Sonko qui était à la place de... Mais non, on réfléchirait à 2 fois avant donc d'agir comme la police l'a fait l'autre fois. Le rapport de force n'est pas le même. Ah voilà. En vérité, c'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de le montrer? Vous qui dites que Dakar est à vous, de montrer, montrez-nous votre force. On l'a mis au défi. C'est ça. Et moi, c'est la lecture que j'ai justement du point de vue politique, donc par rapport à tout ça. Donc, c'est un rapport de force. Donc, il s'agit là d'un rapport de force politique. Absolument. Qui doit se manifester, ou en tout cas s'illustrer sur le terrain. Et Tahaou, d'ailleurs, parle d'une mobilisation, mais c'est le moment. Les questions juridiques
vont être résolus normalement au niveau des différentes institutions qui pourraient être concernées, Cour suprême, Conseil constitutionnel, etc. Mais la bataille politique, elle, c'est sur le terrain. Absolument, absolument. Il revient tout aussi à l'Assemblée nationale qui s'est installée depuis quelque temps des débats sur la loi d'amnistie, son abrogation. Là, mon cher ami, vous soulevez une question des plus pertinentes. Ça, je peux vous l'accorder, c'est sûr. Mais en fait, depuis quelque temps, on parle donc de l'abrogation d'une loi d'amnistie. Mais Adjadi, moi, lorsque j'entends certaines réactions, je me dis, mais dans quel pays sommes-nous? Nous savons qu'en matière pénale, en fait, il n'y a pas à chercher la solution ailleurs. En matière pénale, lorsque la loi nouvelle est plus sévère, elle n'a pas vocation à s'appliquer, à rétroagir et à s'appliquer donc aux faits qui ont été amnistiés. Et ça, tout le monde le sait ça. La loi pénale plus sévère, et lorsqu'on abroge une loi qui était en fait qui est une loi de pardon, donc cette nouvelle loi qui vient abroger, ça sera certainement une loi plus sévère. Et de ce point de vue-là, cette loi-là ne peut pas remettre en cause donc ce que la loi ancienne, c'est-à-dire la loi d'amnistie, avait effectivement prévu. Maintenant, s'il y a impossibilité d'abrogation, parce qu'il faut très bien écouter, l'autre fois j'ai écouté l'avocat de, comment ça s'appelle, l'avocat de Sonko, Bamba Cissé. Non, mais c'est que non, là en fait à travers donc ces propos, j'ai senti lui il a dérivé d'abrogation, il parle de modification. Ça ne serait pas la même chose. Parce que là, on va droit vers quoi? Vers l'adoption et le vote de ce qu'on appelle une loi interprétative. Parce qu'une loi interprétative a toujours vocation à agir. A toujours vocation à rétroagir. Donc, est-ce que par cette modification-là, en fait, on ne veut pas initier donc une loi interprétative pour venir effectivement préciser le sens et le sens et la portée justement de cette loi d'amnistie-là. Parce que il faut le dire, Alassane, cette loi-là, avant qu'elle ne soit prise, j'ai dit, j'attends de voir comment on va écrire donc cette loi-là, parce qu'il n'y aura rien de plus compliqué que ça. J'avais cru que les autorités d'alors allaient prendre donc le temps nécessaire et vont en fait s'assurer l'expertise donc des juristes pour écrire cette loi-là. Mais cette loi, lorsqu'elle est sortie, j'ai dit, ça, il n'y a pas plus mauvaise loi, pire loi que cette loi-là. J'ajoute une chose, oui. C'est que ça a été fait dans l'urgence. Non, je vous assure, c'est pourquoi, ce n'est pas une bonne loi. Et certains disent que certains crimes ne peuvent pas être couverts par cette loi, par cette loi internationale. Et puis, et surtout, il y a d'autres, bon, je ne veux pas citer de noms, mais tout le monde, enfin, on les a entendus dans les médias et autres dire, peut-être qu'on irait vers une modification partielle de la loi d'amnistie. Non, modification partielle. Non, quelle que soit la situation, parce que même maintenant, je parlais donc de la loi interprétative. Mais même si c'est le cas, cette loi nouvelle qu'on voterait sera toujours plus sévère. Et donc là, il faudrait comprendre une chose, cette loi-là a été votée une bonne fois pour toutes, on ne peut plus y toucher. Maintenant, la question, en fait, l'argument de taille qui a été soulevé pour justifier éventuellement son abrogation, voire sa modification, c'est quoi? En fait, ceux qui ont souffert, ceux qui ont subi des préjudices et des dommages. Moi, je dis, c'est la loi, c'est l'État, c'est la société sénégalaise, par l'entremise donc de l'Assemblée nationale qui a eu à voter cette loi-là pour pardonner. Mais donc là, s'il y a des victimes, eh bien, il appartient à l'État. De les indemniser. L'État a prévu dans le nouveau budget 5 milliards. Non, il le faut bien. Oui, mais 5 milliards de francs CFA. Mais voilà. Mais on a un précédent, la loi Ezzan, qui avait permis d'indemniser certaines personnes à l'époque. Vous vous rendez compte? Voilà. Non, c'est l'État qui doit, puisque l'État qui a pris donc une telle décision, donc lorsqu'il y a des tiers qui sont victimes, qui ont subi donc des préjudices, il va falloir justement que l'État donc décide donc de dans le budget, il est prévu 5 milliards. Ah oui, il le faut bien. Il le faut bien. Ça, il n'y a aucune possibilité de revenir sur cette loi d'amnistie là pour pouvoir effectivement le faire. Mais il y a également autre chose. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mon cher ami.
J'attends qu'il dise oui, il faudrait abroger parce qu'il y a des crimes de sang. Il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. Mais il y a des faits de nature politique ou bien à connotation politique qui peuvent être qualifiés de crimes de sang. Mais là, la loi n'a pas distingué en fait, ces différentes situations-là. Ce qui fait que cette loi d'amnistie-là va s'appliquer à tous les faits concernés. Et pris en compte donc par cette loi-là, il ne faut pas dire que les crimes de sang n'en feront pas partie. Non, maintenant, sur le plan international, vous savez, une loi d'amnistie, c'est une loi. Compte tenu de la territorialité donc des lois, ça ne peut s'appliquer qu'au Sénégal. Je vous assure, pour certaines personnes, si elles sortent du Sénégal, les victimes sont installées dans un autre pays tiers, je vous assure, une plainte qui aurait été déposée aurait permis donc de les poursuivre. Parce que là, on serait sur le terrain du droit international. Ça nous permet d'aller au deuxième point de notre débat. Quelle appréciation faites-vous de ces convocations tous azimuts des politiciens et des journalistes à la police et à la justice? Il y a beaucoup d'interprétations. Certains estiment que c'est la justice qui s'applique, d'autres qui disent que c'est de l'intimidation. Voilà, ça, vous savez, entre justice et politique, entre droit d'ailleurs et réflexion philosophique, voilà, le débat est d'une complexité. Je vais faire une petite digression. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le président Trump, qui va donc à partir du 20 janvier donc s'installer à nouveau à la Maison-Blanche, a d'ores et déjà laissé entendre qu'il allait pardonner, entre guillemets, c'est-à-dire amnistier ceux qui ont été arrêtés lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier après l'élection de Joe Biden. Ses propres militants. Ses propres militants. Et même, il a déjà, lors de son précédent mandat, amnistié son propre beau-père. Et Biden lui-même vient d'amnistier son propre fils, Hunter Biden. Et donc, voilà, une démocratie américaine qui est une référence, mais en même temps qui a ces lacunes-là. On peut pardonner, entre guillemets, c'est-à-dire amnistier n'importe qui. Et le président qui le fait, le président de la République américaine qui le fait en application des lois qui sont en vigueur aux États-Unis. Ou d'ailleurs, soit dit en passant, du temps de Kennedy, par exemple, le président Kennedy, son ministre de la Justice, c'était son frère, même père, même mère, comme on dit ici, Robert Kennedy, et ça ne choquait personne. Donc la démocratie, telle qu'elle s'applique selon les contrées, peut réserver certaines incongruités, comme celle-là, un président qui pardonne à son propre fils, avec qui amnistie son propre fils, et un président qui va venir, entre guillemets, qui s'installera le 20 janvier, qui déjà annonce des amnisties de personnes qui ont été impliquées quand même dans le saccage du temple même de la démocratie américaine. Et les convocations aujourd'hui? Voilà, revenons au Sénégal et les convocations. Aussi bien des journalistes d'ailleurs que des hommes politiques, etc. Moi je dis que c'est la même analyse que j'ai faite tout à l'heure, analyse politique. On est toujours dans la politique parce que les médias dérangent. Pourquoi? Mais parce que simplement ceux qui les considèrent comme devant être mis au pas ne peuvent pas accepter leur liberté, mais ça c'est garanti par la Constitution du Sénégal. Et dans ces articles 10, 11, où on n'a même pas besoin pour organiser, enfin pour mettre sur pied, pour lancer un média, quel qu'il soit, d'autorisation de qui que ce soit. C'est la liberté. Et la liberté donc de parler, d'écrire, d'exprimer son opinion, on peut faire ça par tous les moyens possibles, par l'image, par le son, par les écrits. Ça, c'est la Constitution du Sénégal qui garantit ça. Donc un État n'a pas à s'immiscer dans ce domaine-là pour décréter, comme ça a été fait, quelle est la liste des médias qui sont autorisés ou ça. Bah, ça c'est, voilà. Est-ce que ces médias respectent la loi? Ici, si vous avez une publicité dans certaines structures étatiques, mais on vous demande le quitus fiscal, etc., vous remplissez toutes les conditions pour être payé. Donc ça suffit largement. Maintenant, décréter que voilà les médias qui sont, voilà, les médias autorisés ou pas, ça, je pense que c'est inacceptable. Et ça doit être rejeté. Maintenant, les convocations intempestives sont aussi une forme d'harcèlement, il faut le dire tel quel. Et cela aussi n'est pas acceptable dans un pays comme le Sénégal. Bon, il est évident aussi que la pratique de la presse doit obéir
donc à une certaine déontologie. On ne peut pas écrire n'importe quoi, on ne peut pas décider de faire de la diffamation, et on ne peut pas se cacher derrière la liberté de la presse pour attaquer les gens, etc. Même dans la Constitution, il est bien précisé que l'ordre public doit être maintenu et que on n'admet pas que quelqu'un en touche à la considération d'une personne. Et bon, dans notre société, si vous êtes attaqué dans la presse, si vous êtes diffamé, si on vous accuse de n'importe quoi et que c'est imprimé, même si demain la justice vous blanchit, on met des guillemets, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Parce que ce qui a déjà écrit peut être capté et projeté dans le monde entier à travers l'Internet, etc., etc. Et le journal qui vous a accusé ou un autre média ne va pas exactement mettre la même information qui vous disculpe à la même place, avec les mêmes caractères, etc., etc. Et ça, c'est un sérieux problème lié au contexte culturel qui est le nôtre. Donc là aussi, le combat est politique. Il faut que les gens se mobilisent, que la presse refuse, les médias refusent, d'ailleurs comme le fait Mamadou Ibra Kane, donc le président des éditeurs, il a parfaitement raison. Cette liste qui a été publiée et cette volonté doit être rejetée, ne doit pas être acceptée par la presse. Oui. Les convocations tous azimuts. Oui, oui. En fait, sur ce point-là, il faut d'abord commencer par rappeler que l'on est dans un état de droit. Bien sûr. Que l'on veuille, qu'on le veuille ou non, on est dans un état de droit. Et lorsque nous parlons d'infraction, ce sont des faits qui ont été préalablement identifiés comme constituant une infraction. Quel que soit le motif qu'on pourrait invoquer, on ne peut pas violer la loi pénale. Et ce qui se passe dernièrement au Sénégal. Mais Alassane, nous tous, nous suivons l'actualité. Mais parfois, à travers la presse, ou bien lorsque j'entends quelqu'un dire, par exemple, des choses, mais par rapport à qui? Non pas par rapport à une personne, intitulée personnaillée, mais par rapport à nos autorités. Mais Sonko, c'est une autorité. Mais, comment dire, Diomaye, c'est une autorité. Bien sûr. Mais lorsqu'on s'en prend à eux, mais c'est parce que c'est gravissime. Mais ils incarnent non plus leur propre personne, mais ils incarnent l'État. Absolument. Lorsqu'on parle d'eux, mais il faut un minimum de décence. Mais il y a, non, je vous assure, il y a des particuliers, lorsque je les écoute, parce qu'ils se réfléchissent derrière le fait qu'ils sont des politiques, et puis en tant que politiciens, ils croient pouvoir avoir tous les droits. C'est que le politicien sénégalais, il faut qu'on l'éduque un tout petit peu. Il faudrait qu'il soit en phase avec la réglementation, avec le droit pénal. On ne peut pas, parce que sous couvert qu'on est politicien, eh bien, on croit pouvoir tout dire. Non, ce n'est pas ça. Et ce que les gens semblent oublier, c'est qu'ils disent toujours que oui, c'est l'autorité qui a demandé qu'on les poursuive. Non. Mais le procureur général, le procureur de la République, la police, la gendarmerie, mais ils sont là pour veiller à l'application donc de la loi pénale surtout. Mais lorsqu'ils voient qu'effectivement, manifestement, il y a violation de la loi, mais c'est tout à fait normal qu'on convoque la personne. Maintenant, il appartiendra alors au juge de dire, est-ce que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, est-ce que c'est conforme ou non à ce qui a été prévu? Mais il faudrait savoir qu'on est dans un état dont il ne faut pas en fait croire qu'on peut toujours faire. Mais par rapport également aux journalistes, il faut qu'on en parle. Mais mon cher ami, si je prends l'exemple, et ce n'est pas parce que vous êtes mon ami que je prends l'exemple sur vous, mais il a toujours un ton professionnel. Il sait dire des choses, comment il faut dire, toujours en fait respectueusement par rapport aux dispositions. Mais il y a certains qui n'agissent que pour en fait instaurer des rapports de confrontation avec l'autorité. Vous savez, c'est une continuation lorsque les autorités d'aujourd'hui étaient des opposants. Mais oui, mais en fait, on le disait tout. Mais maintenant, il faut qu'il arrête. Croyant que ce sont ces opposants-là qui sont maintenant devenus autorités et qu'il ne faut pas changer donc de discours, il faut toujours les attaquer par tous les moyens. Et puis, non, moi j'ai dit, il faut que nous arrêtions. Ce n'est pas parce que il y a ce qu'on appelle le principe de la liberté donc d'expression, mais
liberté d'écrire, donc ce n'est pas l'anarchie. Il faut être professionnel. La déontologie, vous l'avez dit toi, mon cher Amika, mais il faut respecter ça, mais il y a certains qui ne font que essayer de tirer donc des... Oui, non, nous savons ce que c'est. Il faut que les gens s'arrêtent. C'est pas ça. Et même donc là, on a dit oui, mais ils ne font pas plus donc que les autres parce que simplement on doit respecter la réglementation. Si vous violez la loi pénale, mais c'est tout à fait normal qu'on vous appelle. Mais lorsqu'on vous appelle, ce n'est pas parce qu'on va vous emprisonner. On vous dit, mais vous là, est-ce que vous savez avec vos propos, à travers la rue, c'est pourquoi la loi dit les moyens de diffusion. Il y a des propos qui tendent à, soit dit, remettre en cause même la stabilité donc, du pays, ou alors même de jeter le discrédit sur nos institutions. Mais ça, c'est une grave faute. Exactement. Oui, non, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, tous ceux qui font du journalisme savent parfaitement que la déontologie est une sorte de corset, c'est une obligation. Les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Les faits, si vous faites des affirmations qui sont fausses et vous maintenez ces affirmations-là et vous mettez en cause l'honorabilité de quelqu'un, mais c'est un délit. Et cette personne peut porter plainte contre vous et saisir les moyens de droit. Mais qui est voilà. Mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est pas normal. Effectivement, ce que vous dites est absolument vrai. Les opposants d'hier, qui sont devenus des autorités aujourd'hui, doivent être considérés comme des autorités. Par exemple, Bassirou Diakhar Diomaye Faye, c'est monsieur le président de la République. C'est une institution. Par conséquent, c'est lui qui s'attaque à l'institution, mais il va récolter les fruits de ce dérapage qui n'est pas acceptable dans un pays de droit. Dans un pays de droit. Cela dit, M. Macron a porté plainte même contre les gens en France, parce qu'ils l'ont insulté carrément dans les médias. Bon, il est vrai aussi que les gens peuvent se cacher derrière l'anonymat que permet les réseaux sociaux, enfin que permettent les réseaux sociaux. Et cet anonymat-là, c'est la source de toutes les dérives. Malheureusement, ça, on ne peut pas contrôler cela. Ce qu'on peut simplement, c'est appeler le CORED, par exemple, et les autres structures CNRA et autres, à prendre des responsabilités dans ce domaine-là. Je crois que le tribunal des pairs est beaucoup plus efficace quand quelqu'un qui se considère comme un journaliste déraille et qu'il est ramené à l'ordre par ses propres collègues. Et ça a du poids. Ça a du poids pour quelqu'un qui est respectable et qui est respectueux de... Et là, je dis simplement, vous savez, par exemple, l'un des moyens les plus efficaces pour déstabiliser un pays, ce sont les masses médias. Bien sûr, bien sûr. Donc ceux qui travaillent dans ce cadre-là, mais doivent être regardants, ils doivent être vigilants. Voilà. Le budget 2025, bientôt évalué à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Et les gens disent qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans des difficultés financières. Sur quel levier doit s'appuyer le gouvernement pour chercher cet argent? Bon, je ne suis pas économiste, mais je me suis quand même coltiné, je mets des guillemets, au texte du budget tel qu'il a été publié dans les médias et par l'APS, l'agence de presse sénégalaise quand même, qui est très fiable. Les 6 000 milliards, d'abord on constate qu'il y a une réduction par rapport au budget qui était projeté par de 2024 de 7 000 milliards. Donc ils font des économies, ce qui est déjà très bien. Ensuite, ils mettent l'accent sur le social, 1885 milliards, mais pas beaucoup plus, quelques milliards de plus que 2024, où c'était déjà 1844 milliards, etc. Mais là, c'est une bonne chose, parce que moi j'ai une théorie qui est la suivante: faire une démocratie, construire une démocratie dans un pays, où la misère gagne du terrain. Oui, la pauvreté. D'ailleurs, il y a un mot en Wolof qui s'appelle ndol que moi je ne peux pas traduire en français. Si quelqu'un peut, il peut. C'est l'extrême pauvreté. Voilà, l'extrême pauvreté. Et ensuite, l'analphabétisme. D'ailleurs, tout ce qui avait été gagné du temps de Senghor et un peu de Abdou Diouf a été d'une certaine façon, une manière de parler, rattrapé et dépassé par la démographie. Oui, tout à fait. On n'arrive plus à construire assez d'écoles pour alphabétiser les gens et assez d'enseignants pour les encadrer. Et c'est ça aussi un grand problème qu'on retrouve d'ailleurs chez vous aussi à l'université, n'est-ce pas? Tout cela fait que, donc, ndol, ou bien extrême pauvreté, manque d'alphabétisation,
Et un autre mot que je ne trouverai pas certainement, comment traduire en Wolof, bon, je vais demander aux gens aussi de m'aider, l'obscurantisme. L'obscurantisme. Si on a ces trois-là, le défi est monumental. Immense. Alors, le budget ne peut pas tout régler. Le budget est une projection. Et ensuite, pour trouver de l'argent maintenant, le Sénégal est un pays qui est crédible. Et le Sénégal peut trouver de l'argent. Et puis en plus, dans ce budget-là, j'ai vu qu'il y a quand même 71 milliards qui nous viennent des recettes des hydrocarbures. C'est très bien. Donc ça commence à nous donner de l'argent. Et bon, c'est une photographie pour le moment, une projection. On va voir dans les faits comment les nouvelles autorités vont articuler ou mettre la musique, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué parce que les demandes sont, j'allais dire, centrifuges. C'est des demandes de partout. Beaucoup de priorités. Et beaucoup de problèmes. Par exemple, pour la campagne arachidière qui est en cours là, une augmentation de 25% va être contestée par beaucoup de gens. 25%. Et voilà, c'est un problème. Et il n'y a pas eu assez d'arachide puisque les engrais, paraît-il, n'ont pas été ce qu'il fallait. Ensuite, les pluies n'ont pas été vraiment au rendez-vous, mais l'ont été, mais de manière chaotique, si on peut dire. Une météo qui n'a pas été favorable. Et tout cela fait que nous allons vers des difficultés. Et toutes ces difficultés ne seront pas résolues par le budget. C'est pas un budget qui résout tous les problèmes. Il faut, à plus du budget, que le Sénégal joue sur ses atouts, utilise les atouts immenses qu'il a, avec des pays partenaires. Dans le Golfe, par exemple, tous les pays sont les partenaires du Sénégal. L'Arabie Saoudite a, pour ainsi dire, une dette de sang envers le Sénégal. En 1990, nous sommes allés participer à la tempête du désert. Notre avion, un avion s'est écrasé, il y a eu, je sais pas, près d'une centaine de morts. Au Koweït, c'était justement d'ailleurs à l'occasion de la guerre pour libérer le Koweït. Donc ces deux pays, mais nous doivent quelque chose, peuvent nous aider, doivent nous aider. Nous devons aller les voir, nous aider dans un partenariat, pas pour demander de l'argent comme des mendiants, non. Et ce n'est pas seulement là, il y a d'autres pays à travers le monde avec lesquels le Sénégal, la continuité de la diplomatie sénégalaise doit être une réalité. Il y a une continuité. On ne peut pas dire qu'on va renouveler toute la diplomatie et aller chercher des partenaires dont l'efficacité pose problème. Mais il ne faut pas, sous prétexte de volonté farouche de renouveau. Non. À l'ONU, le Sénégal, depuis 1974-75, est à la tête de la commission onusienne pour la protection des droits inaliénables du peuple palestinien. Est-ce que nous sommes le seul pays au monde qui défend les Palestiniens? Non. Pourquoi nous sommes à ce point sollicités et respectés? Il y a des raisons. Ces raisons, ce sont des racines. Ces racines ont été, pour ainsi dire, plantées par une diplomatie qui, depuis les années 60, a fait des merveilles. Il faut le renouveler puisque les hommes ont changé, les contextes ont changé, les défis ont changé. Mais il faut penser tout ça dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Ouais. C'est mon opinion. Alors, d'accord, ça c'est un problème important. Mais d'abord, je commençais par rappeler que il nous faut écouter avec attention les autorités. Depuis leur avènement, elles disent quoi? Il faut désormais compter sur nous-mêmes pour espérer nous développer. Tout ce qui nous proviendrait de l'extérieur, ça serait simplement un bonus. Il faut que les Sénégalais sachent que soit on travaille, soit on croit en l'État et chacun devrait effectivement contribuer pour que les politiques, surtout économiques, marchent. Une chose est sûre, les sources traditionnelles de financement, ces sources-là sont en fait en principe taries. C'est pourquoi, en fait, les études actuelles se battent pour trouver d'autres sources de financement et il faut les encourager et prier pour elles pour qu'effectivement qu'elles puissent obtenir gain de cause. Mais il y a également, on en est au début, avec les hydrocarbures, ça peut nous rapporter gros. Et il faut miser sur ça parce que c'est c'est notre principal trésor. Maintenant, mais pour également l'impôt au Sénégal, il n'est pas très bon aujourd'hui d'en parler, n'est-ce pas? Mais dans tout État, si les États aujourd'hui sont effectivement développés, c'est grâce à l'impôt.
il faut que tous ceux qui sont redevables essaient, tant pis, même si c'est difficile, de faire un effort. Parce que pour nous développer, pour développer donc notre pays, chacun devrait en fait tirer de lui-même pour participer donc justement à la tâche. C'est pourquoi, depuis leur avènement, il y a toujours des publicités pour rappeler aux Sénégalais l'obligation donc fiscale. Et il faudrait encore continuer. Mais en fait, obtenir l'application donc, de ces mesures-là, pas avec des contraintes, mais il faudrait toujours d'un consensus, en fait, convaincre par la raison qu'effectivement, ceux qui ont des avoirs, il faudrait que, de ces avoirs-là, qu'ils contribuent, en fait, en partie par rapport, en fait, au développement. Moi, je considère que ça ne va pas être facile. Et ils l'ont dit, ça ne va pas être facile a priori. Parce qu'il y a certains qui ne croient qu'au levier financier pour nous contraindre à respecter le desiderata. Et là, il faut se lever comme un seul homme et dire non. L'intelligence qu'ils ont, nous les avons, et il suffit simplement de trouver de nouvelles ressources de financement pour être autonome, pour être indépendant, pour tout dire. Vous parliez tantôt des pays du Golfe. On a vu une rencontre entre le président et Karim Wade, qui est considéré aussi au sein du Golfe pour être l'un des bras droits financiers du Qatar. Oui, absolument. Bon, ça, on peut juste dire que on peut constater et s'en réjouir que le président soit allé en Arabie Saoudite, plusieurs fois déjà d'ailleurs. Ils ont ouvert la Kaaba, ce n'est pas pour rien. Il a rencontré Karim Wade au Qatar et il a été reçu, disons, royalement à Abu Dhabi. C'est déjà un bon signe. Mais pour en revenir à la question de l'impôt, le grand problème, c'est que 97% de l'économie est informelle. L'économie sénégalaise. Ou en tout cas 95 ou quelque chose comme ça. Donc, 95. Voilà, 95%. Mais comment récupérer des impôts voilà, dans une économie informelle? C'est la quadrature du cercle. C'est un casse-tête. Voilà, c'est impossible. Ou alors imaginer d'autres sources de financement. De financement ou de captation. On parle souvent de formalisation de l'informel. Ah, oui, mais ça, depuis quand? mais il ne faut pas baisser les bras. Mais non, c'est qu'on y travaille. Il y a des instruments, c'est vrai que ça va se faire dans la durée. C'est sûr. Mais de plus en plus, maintenant, en fait, ça demande un travail pédagogique. Pédagogique, et l'économie est tellement structurée que si vous ne respectez pas donc ces règles-là, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, mais et ça, ils sont en train de savoir ça. Non, mais ça, c'est important. Vous savez, tout est lié. En fait, le grand défi, c'est le défi de l'éducation. Tout à fait. Et de l'information. Mais ça va ensemble. Maintenant, si on n'arrive pas à alphabétiser les gens, mais qu'on le fasse, qu'on développe comme ils ont commencé à le faire, mais l'enseignement dans nos langues nationales, mais un vrai enseignement. Absolument. Pour que cet enseignement finisse par devenir l'enseignement national. Parce que, en fait, le français, malheureusement, il n'y a qu'une petite élite qui continue à maîtriser cette langue-là. Donc, on a échoué. On a échoué pourquoi? Parce que la démographie a absorbé, a inondé l'espace au point où on ne peut pas construire assez d'écoles, former assez d'enseignants pour que ça continue. Et ça demande un effort vraiment insurmontable. Par conséquent, nos langues nationales, elles peuvent, je le disais tout à l'heure à M. Iba, que les Norvégiens sont 5 millions, ils font tout en norvégien. Les Grecs en 10 millions, ils le font en grec. Les Danois en 6 millions, un peu plus, ils le font en danois. Les Anglais en anglais. Et tous les autres pays, les Chinois en chinois, les Indiens, etc. Donc nous pouvons le faire dans nos langues nationales. On va commencer par le Wolof, et le Peul, et le Djola, le Soninké. Mais également en passant par les personnes ressources. Absolument. Parce que nous savons, l'économie, en grande partie, c'est la confrérie mouride. Mais pourquoi pas ne pas parler avec, le calife? Le calife, lui, en fait, par son intermédiaire, on peut amener justement ce qui intervient dans l'économie là, d'avoir un autre comportement. Mais vous savez, non, c'est un processus. Et il faudrait, en fait, y croire. Et je suis sûr qu'un jour prochain, le Sénégal va se développer. Voilà, le temps est terminé. Merci infiniment à Iba Bari Kamara, enseignant-chercheur en droit privé à l'UCAD. Merci à Mohamedou Dia, journaliste écrivain. À la technique, Amadissi, Nicolas Sambodjok. Bon dimanche à tous. Merci. E-Radio.
90.3. E-Radio. La passion de la musique. L'Institut privé africain en informatique et management de Thiès, IPAIM, habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les programmes de formation accrédités par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur ANAQ-Sup, l'IPAIM de Thiès, accrédité aussi par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, labellisation